Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on reçoit Joanne Marcotte. On a fait une entrevue récemment. On a parlé d'un procès aux États-Unis qui est super important, Mann versus Stein. Joanne, ça l'a allumé. Puis Joanne, quand elle est allumée, elle envoie des messages. Puis quand on lit les messages de Joanne, on l'invite. Yes, donc c'est ça. Ben là, on va essayer de pas trop faire référence au podcast avec Vincent, puisqu'il n'est pas sorti encore pour les gens. Fait que là, ils vont dire pourquoi vous parlez d'une émission que j'ai jamais vue. Fait que ça va peut-être paraître un peu bizarre, mais c'est ça, c'est bien intéressant d'avoir le point de vue de deux personnes différentes. Mais donc, c'est ça, je vais te laisser présenter un peu les événements, Joanne, mais peut-être la plupart des auditeurs l'ont suivi. C'est qu'il y a quand même eu un procès important aux États-Unis. Bon, ça a été titré par les médias « Un complotiste perd contre Michael Mann, une victoire pour la science ». J'ai vu ça, des articles comme ça. Ça a l'air il y a vraiment des grandes victoires pour la science en ce moment contre la désinformation complotiste. C'est comme ça que c'est présenté. Toi, tu avais une vision un peu différente de ce qui s'est passé dans ce procès-là entre Michael Mann, qui n'est pas un Michael Mann qui fait des films, là, c'est un autre. Là, c'est Michael E. Mann. Donc, c'est le monsieur qui a fait le fameux graphique sur le climat qu'on appelle le hockey stick. Donc, j'imagine que tu vas vouloir y revenir dans quelques instants. Mais c'est ça, il y a eu un procès. Donc, dans le fond, est-ce que c'est Michael Mann qui poursuivait Stein ou est-ce que... comment ça s'est déroulé, ce procès? OK, mais je pense que ce serait intéressant de faire une mise en contexte parce que ça part de loin, cette histoire-là. Ça part de 1998 où là, il y a une étude de Michael E. Mann qui illustre avec un graphique une température du dernier siècle qui est somme toute assez plate. Elle a été aplanie. Oui. Et puis là, tout à coup, oups, ça part en flèche, cette affaire-là. Et ça, c'est 1998. 2001, et le Michael Mann en question, il était tout jeune, frais sorti de l'université, puis on s'étonnait même que ce rapport-là soit récupéré dans le 3e rapport du GIEC en 2001. Alors là, écoute, ça donnait des arguments vraiment au GIEC comme quoi, la température, elle montait d'une façon très, très, très importante et même alarmante. Et donc, ça donnait des arguments au GIEC de savoir ça. Et puis, d'autre part, qu'il aplanissait tellement la courbe dans les années d'avant que si tu disais, c'est exceptionnel comme réchauffement, tu sais. C'est vraiment exceptionnel, c'est la première fois qu'on vit ça. Et donc, faire la relation avec le CO2, c'était devenu facile. Fait que là, on est en 2001, 3e rapport du GIEC en parle. En 2002-2003, tu as des paquets de scientifiques qui ripostent à ça et qui écrivent des livres. Entre autres, il y a Taken by Storm de Ross McKittrick, qui est quelqu'un que je cite beaucoup dans mon livre, un économiste de l'environnement que j'adore parce que je le comprends, il vulgarise très bien. Et puis Christopher Essex aussi, donc un livre qui sort. En 2003, il arrive que ce Ross McKittrick-là va chercher un mathématicien qui s'appelle Steve McIntyre. Ces deux gars-là sont deux Canadiens. Et puis le Steve McIntyre, il est passé en procès en passant. Ces deux-là ont passé dans le procès de Michael Mann. Et ce Steve McIntyre-là, il travaillait dans les services financiers. Puis tu sais, dans les services financiers, quand tu veux faire une belle pub pour vendre ton fonds, ben là, tu fais une courbe comme ça, puis là, ça monte ça là, puis que, lui, il a eu, pas sûr. Pas sûr. Il a eu le goût de creuser ça avec Ross McKittrick. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont dénoncé tout plein de choses. Ils ont dénoncé la manipulation du data, ils ont dénoncé sa procédure, sa démarche scientifique. Ils ont dénoncé le fait qu'il y avait de la difficulté à avoir les données qu'ils avaient utilisées. Ces gens-là,
C'est même allé devant le Congrès, 2 comités du Congrès américain qui ont voulu fouiller ça, ils ont calé la shot et à ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est que les 2 comités ont penché en faveur de McIntyre puis de McKittrick, puis ils ont fait un certain reproche à Michael Mann, comme de quoi, gars, sois un peu plus transparent, partage tes données, arrête de travailler en silo, parce qu'il est très, très, très fermé. Hein. C'est très fermé le GIEC, là. Faut vraiment pas que ce soit contesté. Donc ça a été vraiment une époque importante. Ensuite arrive le film de Al Gore, qui récupère le beau graphique, toi, et puis qui fait sensation avec ça. Et An Inconvenient Truth. Ouais, ça, c'est le film qui dit qu'en 2013, New York va être en dessous de l'eau. Oui, oui, oui. Puis la Statue de la Liberté, pensez-y plus. Là. On a jusque-là. Oui, c'est ça. Et puis, je souligne An Inconvenient Truth. Mon livre Inconvenient Doubts, je ne sais pas si vous avez fait la relation, mais je suis trouvée très brillante avec mon titre. Très, très brillante. C'est très bon. Ensuite, 2009 arrive. Climate Gate. Personne, moi, il n'y a pas une presse écrite qui m'a informé de ça, là. Tu sais, et c'est majeur en tant que controverse dans le monde de la recherche climatique. Qu'est-ce que c'est, ça, le Climate Gate? C'est que tu as une université en Angleterre qui s'appelle l'Université d'East Anglia, c'est ça? Mm-hmm. Et là, ils ont un serveur qui emmagasine à peu près tous les courriels qui s'écrivent sur la chose. Et il y a quelqu'un qui hack ça. Les courriels sont hackés. Et là, on découvre toutes sortes de choses. Et là encore, ça fait sensation. Et là encore, ça stimule énormément de critiques. Et on semble percer comment je dirais, le silence, là, l'espèce de... La contestation s'exprime, le gars, comme elle ne s'est jamais expliqué. Ce qui est intéressant dans cet épisode-là, c'est que tu as une Judith Curry, que j'ai lu, qui fait partie des livres que j'ai lus. Elle était pro-environnementaliste. Elle était vraiment pro-environnementaliste. Elle avait fait la relation, semble-t-il, entre le nombre d'ouragans qui avait augmenté avec le réchauffement climatique. Mais elle avait comme un soupçon qu'il y avait quelque chose qui marchait pas dans les travaux de Michael Mann et dans toute ce hockey stick-là. Et là, elle s'est mise à lire ces courriels-là, puis ça l'a conforté dans son sentiment, dans sa suspicion qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. En fait, le data il y avait de la manipulation de data, il y avait du cherry picking, il y avait vraiment tout au niveau de la démarche. D'ailleurs, il y a un texte qui explique ça très, très bien. Je l'ai tweeté récemment, là. Le gars s'appelle Rupert Darwell. On le comprend, là, tu sais, on peut le lire. C'est vraiment bien expliqué. Yann, tu serais prêt à le lire, des gens comme ça, parce qu'ils utilisent beaucoup des stats et puis de la rigueur, mais de la rigueur comme ça se peut pas. Puis, alors donc, elle a changé d'idée à ce moment-là. Ah oui, c'est lui qui écrit le livre Green Tyranny. Oui, exact. Mais ce qui est fascinant, c'est que là, tu nous fais un timeline de tout ce qui se passe début des années 2000. Après ça, on arrive au film de Moore. On continue d'avancer, de Gore plutôt. On continue d'avancer dans le temps. Mais pendant toute cette époque-là, au Québec, ce qu'on nous dit, c'est que les changements climatiques font consensus à l'international dans la recherche scientifique. Oui, c'est la docteur, oui. C'est vraiment ce qui m'impressionne le plus, c'est que vraiment le Québécois n'est pas exposé à tout ce que tu nous expliques là. Dans notre microcosme, dans notre dôme, on n'a pas accès à ces informations-là. C'est quelque chose qui, ça finit par craquer un peu dans la communauté internationale, mais avant de commencer à craquer au Québec, ça prend énormément de temps. Là. Absolument. Tu es une des premières, en fait, là, à essayer de percer un peu ces mythes-là de ton côté. Moi, c'est le bout qui me fascine le plus, c'est que tout ce temps-là, il y avait de la contestation, mais on ne le disait pas aux Québécois. Non, c'est ça. Non. Et c'est fascinant. Écoute, à tout moment, lorsque je lisais ces livres-là, je me tournais vers Denis et je me disais, est-ce que tu sais ça, toi qui lis plus que moi, là? Non, il était aussi flabbergasté que moi, là, tu sais. Alors, pour se poursuivre la chronologie, en 2012, arrive Michael Mann et là, il est tanné. Il est bien tanné, fait qu'il se dit, écoute, c'est pas normal que je me fasse contester. Je poursuis donc Mark Stein et, comment il s'appelle, Grant,
Ouais. dénommé Simberg, parce qu'ils font de la diffamation. Ils m'ont comparé à un pédophile et puis ça marche pas. Or, quand tu connais l'histoire, puis j'ai écrit un blog là-dessus, allez lire ça, quand tu connais qu'est-ce qu'il a comparé au juste, il a comparé oh mon Dieu, Un cover-up. Pardon? Moi, de ce que j'avais compris, c'est qu'il y a, dans le fond, ce qui a été comparé, c'est un cover-up de l'université. C'est que l'université, dans le fond, avait protégé un coach de football. Un coach qui, lui, avait eu des comportements, parce qu'il avait fait des gestes pédophiles. Donc, il a fait un cover-up là-dessus. Et eux, ce qu'ils ont dit, c'est, si l'institution est capable de faire un cover-up sur un agresseur sexuel, pourquoi il ne le ferait pas sur un fraudeur de données? Oui, parce que l'histoire de Penn State... Merci, Frank. C'est exactement ça. L'histoire de Penn State, en termes de pédophilie, cette histoire-là, ça avait fait manchette, ça avait été solide. Fait que de voir qu'un Stein, à l'époque de 2012, utilise ça dans son verbal, je veux dire, c'est très d'actualité de faire cette comparaison-là. Ça ne veut pas dire que Michael Mann est un pédophile. Ça veut juste dire que l'université qui l'engage a une tendance à faire des cover-up. C'est juste ça qui est dit. Exact, au point où le président de cette université-là a écopé de quelques mois de prison, là. T'sais, pas juste le pédophile en question. OK, ça, je ne savais pas que le président... OK. Le genre de Claudine Gay de l'université a fait de la prison, là. Je ne sais pas si je peux me faire poursuivre pour l'avoir comparé à Claudine Gay. C'est ça. Fait que si Simberg a écrit ça dans un blog et que Mike Stein l'a récupéré tout en nuançant, il faut bien le dire, il dit « J'aurais pas été aussi loin que ça », mais ce qu'il dit, je veux dire, on a raison de croire que le président de l'université aurait protégé ses avoirs parce que c'est payant d'avoir un recherchiste qui est de renom dans une université, de même façon que c'est payant d'avoir une vedette coach de football dans son université, ça va chercher des sous et tout ça. Fait que là, depuis 2012, OK, il y a encore beaucoup de gens qui s'expriment et moi, le livre que j'avais lu en 2015 au moment de COP21, ça s'appelait A Disgrace to the Profession. C'était écrit, en fait, c'est un paquet de témoignages de scientifiques de tout ordre, parce que la science du climat, c'est pas juste des climatologues puis des paléoclimatologues, faut que tu fasses intervenir énormément des mathématiciens, des statisticiens. Des stats, des maths, c'est ça, tout ça. L'histoire, de l'archéologie, tu sais, à ce moment-là, Mark Stein, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait écrit un livre, il avait ramassé tous ces témoignages-là. Je l'ai revisionné récemment. C'est effectivement un paquet de chapitres sur des témoignages de scientifiques qui disent « This is a disgrace to the profession », de dire, de parler, d'officialiser, de doxaliser, si on veut. Je me mets à faire du Mathieu Bocoté, je crée des mots, mais de doxaliser, non, c'est beau. J'aime ça. Je l'accepte. Merci, good. De doxaliser la science du climat. Donc, c'était pas acceptable. 2015 arrive. Bon, finalement, le procès après plusieurs années, là, on parle de 2012, là, qui a commencé sa poursuite en diffamation. Et puis on se trouve en 2024, et là, il paraît que quand tu fais un procès en diffamation, tu peux choisir l'État dans lequel va s'exercer ce procès-là. Et bien, comme il est arrivé, ça s'est fait dans l'État ou dans la circonscription ou dans l'entité légale la plus à peu près libérale des États-Unis. Et l'avocat de la poursuite a été extrêmement habile, à mon avis. Il connaissait son jury. Et à la fin, son mot de clôture a été assommant. Vraiment, il est allé jusqu'à comparer ceux qui étaient poursuivis. Il est allé jusqu'à comparer cette poursuite-là à un exercice de denialism, de déni, comment on dit en français, de complotisme. Puis il a comparé ces gens-là à des gens qui nient que Biden a des election deniers, a comparé ça à ça. Donc,
Et là, il faut lancer un signal. Ça suffit. Le déni, ça suffit. Le complotisme, ça suffit. Il faut que le jury envoie un signal comme de quoi mettre fin à ça. Parce qu'on l'a vu avec ce qui est arrivé dans le cas de l'élection 2020, et c'est la même chose à peu près. Tout est pratique, OK? Je Il a vulgarise. investi le jury d'une mission. Une mission héroïque. Exactement. Ben, c'était comme si Exactement. finalement, ce procès-là, si on n'envoyait pas une décision symbolique, il allait se passer un autre 6 janvier. Là. C'est quasiment ça qui est dit dans le Ça propos. OK, suffit. mais c'est intéressant de rentrer dans le procès comme tel, parce que moi, j'ai lu un peu les articles qui ont été publiés au Québec là-dessus, mais c'est extrêmement superficiel. Là. Tout ce qu'on nous dit, c'est que Michael Mann a gagné, là, on a une déclaration d'un ou un autre, puis après ça, on nous dit que l'autre, c'est un tout croche qui n'a pas de secondaire 5 ou je sais pas quoi. Là. Fait que c'est un peu spécial. Mais juste, tu nous avais envoyé de la documentation, là, juste à nous mentionner quand tu veux qu'on mette ça à l'écran. Là, Yann a le PowerPoint de son Ah, côté. OK. Ben là, je viens de lire, mettons, la page, je me souviens plus laquelle. Ben, si tu Mais veux, si tu penses que c'est mieux pour un support visuel de montrer certaines choses à l'écran, tu OK, as je juste à le nous le dirai. dire. J'ai vu qu'il y avait des graphiques là-dedans puis tout, là, donc OK, il y en a une qui porte sur le hockey stick de Michael Mann, entre autres. Et pour revenir justement sur la stratégie de la défense, en fait, la stratégie de la défense, c'était de dire, démontrer que c'est une fraude, le hockey stick, et à ce moment-là, il n'y a pas de diffamation, ou démontrer que Michael Mann n'avait pas été, il n'avait pas subi de dommages en réalité, tu sais. ouais. Le fait qu'il n'ait pas subi de dommages, ben ils ont réussi. Parce que quand, à la fin du procès, le jugement est à l'effet que Stein et Simberg, on leur dit payer $1 de dommages, ben c'est comme un peu dire, il n'y en a pas vraiment eu. En fait, il a bénéficié de beaucoup de popularité avec ce Mhm. procès-là. Il y a probablement eu des contrats de livres et tout ça. Puis d'ailleurs, il est en train d'en sortir un nouveau. Fait qu'ils n'ont pas réussi ça. Mais ça prend $1, ça prend un minimum de dommages, de dommages pour pouvoir donner des dommages punitifs. On est dans un procès qui punit, là, ici. Les dommages punitifs. À ce moment-là, à la fin, le jury a accordé $1 million de dommages punitifs que Mark Stein devra payer à Michael Mann. Ça ira en appel. Parce que selon la Constitution américaine, tu peux pas. Il y a un multiple à respecter. Là. Tu sais, là, on parle d'un multiple de 1 million là, entre les dommages. Ouais, je Comment comprends. on les appelle, là? Les dommages compensatoires, excuse-moi. Les dommages compensatoires et les dommages punitifs. Fait que c'est comme exagéré, là. D'habitude, c'est comme 3 ou 4. Fait que c'est pour démontrer comment le procès a été court-circuité, mais de bout en bout. Politiquement, ça a été politisé et c'est vraiment un procès où certains disent la science a perdu parce que ça aurait été une belle occasion de démontrer qu'il s'agissait bel et bien d'une fraude, ce truc-là. Judith Curry, elle a produit un bon document que j'ai lu pour le juge, justement, puis il l'a refusé. Mais elle démontre point par point en quoi il était acceptable de dire que ce graphique-là était une fraude. Et il l'a refusé parce que pour toutes sortes de raisons. Mais de toute évidence, ce procès en diffamation-là s'est transformé dans un outil de censure carrément, parfaitement, puis de punition envers des gens qui contestent la doxa climatique. Et ça a Donc, pris 10 ans. c'est Là, extrêmement triste, très, très triste. c'est un procès qui a duré plus que 10 ans, cette affaire-là. Là. Oui, mais ça a Ça commence commencé en à 2012. 2012. Oui. Mais comment ça a été aussi long que ça? Est-ce on sait pourquoi? Il y a eu toutes sortes de choses qui sont passées. En fait, Michael Mann, il poursuivait aussi à un moment donné beaucoup d'autres personnes par la même occasion, entre autres la publication de Stein où il avait produit un texte et le juge, avec les années, finalement s'est restreint à dire OK, non, ça va être Stein puis Simberg. Il y a eu ça. Les autres raisons, je les connais pas. Mais ça a été ardu. Puis pendant ce temps-là, Mark Stein a fait comme 2 crises cardiaques. Là. Et il a tenu vraiment à se représenter lui-même. Ce qui était intéressant aussi, c'était que c'était un procès qui était suivi. Il y avait
un podcast destiné à ce procès-là et les journalistes qui l'ont mis en place, ça s'appelle Climate Change on Trial et eux, ils étaient là au procès tous les jours. Puis à la fin, ils avaient engagé des acteurs pour reenacter, pour reproduire certains passages. Écoute, quand tu écoutes Judith Curry, puis comment il s'appelle le compagnon de Steve McIntyre, puis Roger Peakey, quand tu les écoutes, puis là, tu te dis, oh mon Dieu, tu viens tellement enragé, là. Parce que Michael Mann, c'est une brute. C'est vraiment un bully de la pire espèce. Et il a gagné. Tu viens fou, là, vraiment. C'est la première fois, moi, que je suis un procès, là. Puis, c'était vraiment bien fait, leur truc. Mais quand tu apprends à la fin le 1 million, puis ben, c'est sûr que Mark Stein va aller en appel. D'autre part, lui, il va aller en appel avec son argent. Mais Michael Mann, il ne paye pas un sou pour sa dette, pour sa poursuite. Pas un sou. Puis on ne sait pas trop qui paye ça. Fait que voilà l'histoire de Michael Mann. Ouais, ça me frustrait de vous entendre parler de ça. Je me dis, merde, c'était tellement emballant, tu sais. Puis en tout cas, bref, ouais, je vais m'arrêter là. Ben non, c'est parfait. Est-ce qu'on sait pourquoi, je sais peut-être pour des raisons monétaires, mais pourquoi Stein a décidé de se représenter lui-même? Parce que ça, c'est une game qui est risquée. Là. Tu sais, au Québec, on avait le Doc Mayou qui faisait ça, là, se représenter lui-même contre le Collège des médecins, tout ça. Je pense que lui, c'était plus une game qu'autre chose. Ça le trillait d'être lui-même son propre avocat. Mais moi, je sais pas. Je me faisais poursuivre par quelqu'un de même. Je sais pas si je me représenterais moi-même. Tu sais, je pense que j'ai une bonne capacité pour argumenter. Là. Mais quand tu n'es pas avocat, tu connais pas les technicalités de la cour, tu connais pas comment l'avocat de la couronne, entre guillemets, c'est pas le même qui s'appelle là-bas, là, mais le procureur de la poursuite va essayer de te mettre en boîte comment est-ce que tu peux dire à un moment donné a de l'air de contredire une autre affaire que tu as dit. Fait, je trouve ça spécial comme décision. J'ai lu un texte il y a un institut qui s'appelle The Heartland Institute qui suit tout ça de près aussi. Puis il y avait un chroniqueur, quelqu'un qui est vraiment dans le milieu, là, qui lui faisait ce reproche-là, en fait, François, parce que il y a une personnalité, Mark Stein, OK? Il y a une personnalité, lui aussi, arrogante, très sûr de lui. Il parle avec un accent anglais. Il commence le procès en disant ça au Canada, on serait pas là. Il y a aucun juge qui aurait accepté une cause comme ça. Puis, je veux dire, on parle ici de la liberté d'expression, de la contestation des idées, de tout ça. C'est pas ici que ça doit se faire. Là, et le First Amendment, il est très, très fort aux États-Unis. Ça aussi, c'est une grosse perte pour la première, comme on dit, le premier amendement de la Constitution américaine. Donc, et oui, il lui faisait le reproche, puis ses collègues lui faisaient le reproche de lui faire des reproches, parce qu'ils sont vraiment partisans de Mark Stein. Mais moi, quand j'entendais, puisque celui qui reproduisait les sorties de Mark Stein, il avait choisi vraiment bien les acteurs, puis il y avait vraiment le ton, puis je sais on l'a déjà entendu, Mark Stein, on sait c'est quoi son ton, on sait c'est quoi sa personnalité, puis oh mon Dieu, il l'avait le gars, là, tu sais, mais je me mettais dans la peau d'un jury de Washington, D.C., libéral à l'os, puis dire quel arrogant, tu sais. Et la personne dont je vous parle du Heartland Institute disait que c'est ça qui l'a perdu, tu sais. Mais c'est ça. Il y aura toutes sortes d'analyses là-dessus, mais vous ne les lirez pas dans nos journaux québécois. Non, ben honnêtement, moi, j'ai regardé ce qui s'est dit là-dessus et c'était plutôt médiocre, j'ai envie de dire. Là. C'était... En gros, un scientifique se défendait contre un malade mental. Je le dirais comme ça. C'est un peu ça. Ils n'ont pas été jusqu'à dire que Stein était un malade mental, mais c'est ce qui est implicite. Mais ça a l'air plus important qu'on pense, ce procès-là, parce que, justement, le hockey stick a été instrumentalisé par les activistes. L'activiste numéro 1 étant Al Gore, évidemment.
C'est ça, un moment donné, que les gens doivent comprendre, c'est que on est dans un monde où est-ce que la science est la science, puis on aime la science, puis on peut faire des papiers, c'est révisé par les pairs, ça peut être contredit. On s'amuse souvent avec Geloso puis Piketty de leur côté, où est-ce que Piketty a fait un peu une controverse semblable. Et que si Vincent, autrement dit, lui qui a produit un papier pour dire que le data de Piketty était so-so, mais si Vincent arrivait et disait, par exemple, Piketty, son université fait un cover-up de ses trucs, de toute façon, l'université a déjà fait un cover-up dans un scandale sexuel, pourrait lui-même se faire poursuivre dans cette situation-là par Piketty, par exemple. Alors qu'en réalité, celui qui est sloppy dans ses analyses, c'est Piketty. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu es dans un contexte, tu te dis, écoutez, là, il y a des gens qui ont produit des études au fil du temps qui sont à toute fin pratique tombés dans le néant. Ce qui est la plupart des études universitaires, c'est ça qui va arriver. Par contre, il y a des gens qui ont produit des études qui étaient utilisées à des fins marketing par des groupes d'activistes, des groupes de politiciens. Dans le cas du GIEC, je veux dire, c'est mondial, cette affaire-là. Le GIEC est gigantesque, a de l'impact sur nos vies à tous les jours. On essaie d'influencer la direction que les politiciens prennent. Ces politiciens-là investissent des centaines de millions de dollars et même des milliards de dollars dans quelque chose qui, à toute fin pratique, est probablement exagéré. Sais-tu à quoi ça me fait penser, ce que tu es en train de dire là? Pour moi, tout ça, c'est la même chose que l'étude sur le stade olympique qui va coûter 2 milliards à... Oui, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu demandes à des gens qui sont juges et partis. C'est que, dans le fond, on produit des... Puis c'est pas nécessairement faux ce qui est dit, mais c'est fait d'une manière à... Un peu ce qu'on avait jasé mané dans un autre podcast, la fameuse étude sur l'aspartame, qui avait été repris par des médias. Ça fait 30 ans que ça dure, cette histoire-là, qui disent que ça donne le cancer, puis il faut que les gouvernements interviennent pour interdire ces trucs-là. Quand tu lis les détails, c'est vrai, mais ça dit aussi que le cola normal le donne plus que celui qui est avec aspartame, et que c'est encore plus dangereux de boire de la liqueur avec du sucre que de la liqueur sans sucre. Et que pour être malade de ça, grosso modo, la quantité qui était donnée, il fallait prendre genre 40 litres par jour. Là, ça n'avait aucun sens. Là. Mais donc, c'est pas faux ce qui est dit. Tu comprends? C'est vrai, ils reprennent ces informations-là, disent, selon une étude, l'aspartame donne le cancer. C'est vrai, il n'y a aucun mensonge là-dedans, mais c'est la manière dont le data est utilisé qui est... Mais le contrepoids, Mark Stein, dans cette histoire-là, offrait un contrepoids. Il disait, vous avez glorifié Michael Mann. C'est pas vrai. Il est sloppy, il est tout croche. Le hockey stick est contestable. Vous allez voir dans quelques semaines, vous allez avoir le trio économique où est-ce que Geloso amène son angle de ce côté-là. Va dire que, écoute, ça peut être contesté facilement. Le hockey stick, c'est vrai. Quel impact? Lui va dire plutôt, par exemple, l'impact est un peu plus mitigé sur c'est quoi ça change. Mais dans un contexte d'activisme politique, ça change beaucoup de choses. Absolument. C'est ça. Dans un contexte académique, c'est vrai que la recherche de Mann, honnêtement, a très peu d'impact au niveau académique. Mais dans un contexte de politique activiste, il y a eu de l'impact pas à peu près. Ce gars-là est devenu une vedette, alors qu'en réalité, c'est un no-name. On ne peut pas sous-estimer l'impact de ce graphique-là, parce que si on observe de l'éco-anxiété aujourd'hui, si on a des milliards et des billions et des trillions de dépenses en matière de transition énergétique, et j'ai-tu parlé d'éco-anxiété? Si on déresponsabilise les gouvernements, parce que là, tout à coup, tout devient de la faute des changements climatiques, oui. C'est grave. Je veux dire, on est là, présentement, à cause de ce graphique-là, à cause du GIEC qui a vraiment sacralisé ce graphique-là. Et moi, ce qui m'épate, c'est de voir la facilité avec laquelle les gouvernements se plient à ça, achètent ça. La facilité avec laquelle les médias et leur manque de curiosité. Moi, le manque de curiosité des médias, moi, ça me tue. Ça me tue bien raide parce que c'est intéressant. Moi, j'ai trippé ma vie en apprenant tout ça. C'est vraiment intéressant. Si j'étais plus jeune, genre 18-20 ans, je me lancerais là-dedans parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Parlons-en du manque de curiosité des médias, Joanne. Est-ce qu'ils ont manqué de curiosité envers ton livre, tu penses?
Je pense qu'il ne faudrait peut-être pas confondre curiosité et courage. Ce qui était avoué par Mme Busetti elle-même dans son bouquin, quand elle a eu le courage de venir nous en parler. Tu étais là d'ailleurs. Et elle le disait dans son livre que la plupart des. Ben, c'est pas tout à fait comme ça qu'elle le disait, mais elle disait tu sais, les biais idéologiques que vous voyez dans les médias, c'est en grande partie parce que les gens sont paresseux et Elle l'a manquent de dit, elle l'a courage. dit. Elle Oui, le elle l'a dit. dit. Là. C'est écrit Oui, noir sur totalement. blanc. Peut-être qu'elle le regrette aujourd'hui de l'avoir dit, mais c'est écrit dessus. Là. Mais moi je me rassure en me disant qu'ils l'ont lu parce que je suis certaine qu'ils l'ont lu. Parce que ça choque quand même un livre comme ça. Puis, ils ont dû chercher à me planter à quelque part, là, mais c'est difficile parce que ce que je raconte, c'est ce que j'offre, c'est le contrepoids qu'offrent d'autres scientifiques de renom. OK? C'est pas des tout nus, là. C'est vraiment des personnes très, très appréciées dans leur milieu. Fait que je me dis, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé pour. Fait que voilà. Si tu veux aller au diagramme où on dit ce qu'on apprend, il y a comme 2 graphiques côte à côte, Yann, qui démontrent 2 illustrations qui ont été prises. Oui, celle-là. Moi, quand j'ai lu ça, là, le graphique de gauche, ce qu'il dit, c'est que. Et c'est là qu'on devient humble, OK? J'arrive à la conclusion vite, là, mais c'est là qu'on a besoin de faire preuve d'humilité par rapport à la science du climat. Le graphique de gauche qui montre, c'est que à tous les 100 000 ans, il y a des périodes glaciaires, puis il y a des périodes interglaciaires. Hein. Là, si vous regardez le graphique à gauche, là, il y a comme une ligne qui monte à la fin là, du graphique, qui monte. Là. Ouais. Là, on est dans une période de réchauffement, justement, puis on est à quelque part sur cette ligne-là. Donc, on est vraiment dans une période de réchauffement. Je veux dire, il n'y a rien à voir avec le CO2 là-dedans. Ça se produit à tous les 100 000 ans. Et voilà. La figure de droite, ce qu'elle dit, c'est que là, on part d'il y a 22 000 ans à la période, ils appellent ça le dernier maximum glaciaire. À ce moment-là, le Canada, il y a ce moton de glace, là. Hein. Ça va revenir en passant. Hein. Ça va revenir, ça, là. Dans quelques dizaines de milliers d'années, là, on va se retrouver à être recouvert de glace dans l'hémisphère nord. Mais toujours est-il que quand ça se met à se réchauffer, là, on voit le niveau mondial de la mer qui augmente. Et donc, depuis, regardez la fin là, du tracé. Là, finalement, depuis 7000 ans, oui, ça augmente, mais ça augmente plus lentement que parce que quand ça se met à monter, ça se monte vraiment très abruptement, la température, là, et donc les niveaux de la mer. Fait que là, on est somme toute quasiment à la fin d'une époque interglaciaire. Fait que, tu regardes ça et tu dis, OK, on est où, là? Puis l'autre graphique, l'autre page d'après est encore plus parlante parce que et c'est là que se joue le débat. Le vrai débat en matière de changement climatique, là, ça, c'est un diagramme que j'ai sorti du site de Coalition CO2. Ça, c'est le site où apparaissent ou participent un paquet de scientifiques de tout ordre. Des prix Nobel participent à ça. Le nom le plus connu, c'est Patrick Moore, qui est l'ancien fondateur de Greenpeace, vous savez. Et c'est un site où faites CO2 Coalition, puis vous allez trouver ça. Et là, on voit un graphique qui illustre, un peu, je vais le trouver ici dans mes pages, c'est les 5000 ans, les 5000 dernières années. Puis ce que vous voyez là, c'est que les périodes les plus chaudes dans ces années-là, vous avez 3 périodes là, vraiment, vraiment distinctes. Tu as la période minoenne, tu as la période romaine, et puis tu as la période médiévale où il y avait censément, c'était un peu plus chaud même qu'aujourd'hui. Puis regardez où est-ce qu'on est dans le diagramme. Là. On est là où il y a le point rouge. Le point rouge. Et le débat, c'est de dire, est-ce que le dernier millénaire ou le dernier réchauffement récent, là, c'est récent, là, le dernier réchauffement, est-ce que c'est dû au CO2, oui ou non? Il est là le débat. T'sais. Sommes-nous témoins d'une période de réchauffement exceptionnelle? On dirait non, parce qu'il y en a eu avant. Puis est-ce que c'est dû au CO2? Là, les alarmistes vont dire oui.
On est dans une crise climatique, on est, je veux dire, il y a une menace existentielle, ils vont mettre le paquet, mais les réalistes ou ceux qui connaissent bien le rôle du CO2 dans l'atmosphère eh bien, eux, ils vont dire non, il n'y a vraiment pas de souci. Si, oui, il y en a une influence, mais de dire que tout le réchauffement qu'on observe aujourd'hui est dû à ce CO2-là, on peut pas le dire. On peut pas le dire. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas encore suffisamment la science du climat. On comprend pas encore l'ensemble. Puis il y en a là, un paquet d'influences naturelles qui influencent le climat. Et tant qu'on ne comprendra pas ça, on pourra pas isoler l'influence du CO2. Ça, c'est Coonan qui parle, c'est Curie qui parle, c'est vraiment tous les physiciens qui disent ça, les climatologues qui offrent un contrepoids. Tant qu'on a, et même les modèles climatiques ne sont pas capables de prendre en compte les modèles climatiques, parce que la science du climat s'est rendue des modèles informatiques, là, beaucoup, qui sont pas capables d'expliquer le passé, mais qui prédisent l'avenir. Alors, Coonan, il dit, ben là, si vous n'êtes pas capable d'expliquer le passé, on peut-tu nuancer ce que vous prédisez pour l'avenir, tu sais? En fait, ce qui serait intéressant, c'est que si c'était resté un débat académique, donc on investissait pour essayer de comprendre ce climat-là, puis que ça s'arrêtait là, je pense honnêtement qu'il n'y a aucun polémiste / intervenant médiatique qui utiliserait ces informations-là. La raison pourquoi on a des gens autant intéressés à dénoncer l'alarmisme, c'est que cet alarmisme-là a mené à des décisions politiques majeures dans à peu près tous les pays occidentaux. C'est ça. Et derrière ça se cache le fameux discours de la décroissance, qui lui-même est lié à un discours socialiste. Exact. Fait qu'à un moment donné, tu es là, tu te dis, ouais, mais c'est rempli d'idéologie. Cette idéologie-là est poussée par des politiciens. Ça l'a fini par avoir de l'impact sur nos vies. Tu sais, au début, on nous disait de recycler, puis ça paraissait intelligent, puis c'était correct. Mais là, on n'est plus rendu à c'est important de recycler. C'est là, on parle carrément de décroissance. On va vous interdire vos véhicules automobiles, on va fouiller dans vos poubelles, on va vous donner des taxes carbone. Fait que, puis c'est incessant. Ouais, et c'est en ça. plus que ça, il y a des effets collatéraux très néfastes qui est de générer de l'éco-anxiété chez les jeunes. C'est ça. Le brainwashing qui est fait dans les écoles. Fait que là, tu es là, tu dis, wow, là, on a sorti du cadre académique. Là, c'est plus un débat de données. Au niveau académique, on est encore en train de se chamailler sur la qualité des modèles. Mais dans le niveau politique, on a la cape de super-héros, puis on essaie de sauver la planète. Let's go, Bruno Marchand, sauvons l'Antarctique. Là, tu te dis, il y a un découplage qui s'est fait à un moment donné qui est hallucinant. Puis c'est correct de remettre les choses en question, mais pour remettre les choses en question, tu es obligé d'aller remettre l'académique en question. Tu n'as pas le choix d'aller là parce qu'à un moment donné, l'idée, c'est pas de dire je suis un denier, non, la planète ne se réchauffe pas. C'est pas aller là, c'est pas nécessaire, c'est pas utile. L'idée, c'est de dire si on n'est pas sûr à 100% que c'est réellement causé par le CO2, donc autrement dit, on diminue le CO2 dans l'atmosphère demain matin par un moyen miracle de notre côté, on a une nouvelle technologie, on absorbe ça facilement, puis il n'y en a plus, puis la planète continue à se réchauffer, ça va vouloir dire que les dizaines et les centaines de milliards dépensés là-dedans vont avoir été en vain. Ben, Fait, on a Et eu c'est contre ça qu'en a Bjorn Lomborg. Lui, il voudrait qu'on investisse dans l'adaptation puis dans le développement économique des pays qui sont en voie de développement pour les protéger de ça. Puis il voudrait qu'on dédramatise aussi les effets des événements météorologiques extrêmes parce qu'en fin de compte, la planète va mieux. Elle bouille pas, elle verdit. Il y a une page, Yann, qui s'appelle « Ce qui m'a surpris le plus d'eux ». La deuxième page, en fait, quand tu lis ça, ce qui surprend, j'étais continuellement surpris, c'est la planète, elle bouille pas, elle verdit. L'ajout de verdure équivaut à peu près à l'ère des États-Unis, c'est pas rien. Est-ce que vous entendez une bonne nouvelle à quelque part en arrière de ça, vous? Moi, il me semble que c'est... les forêts ont repris vie. Oui, on en a déjà parlé, ça aussi, avec Vincent, le couvert forestier qui a augmenté sur Terre. Essentiellement, entre autres, ça c'est très drôle, c'est que une des raisons pour lesquelles c'est comme ça, c'est qu'on a diminué de beaucoup la quantité de terre utilisée pour l'agriculture. Oui, c'est vrai. C'est ça la réalité. C'est qu'avant, on était obligé d'avoir des champs partout pour faire pousser la nourriture parce que l'agriculture n'était pas productive.
avec l'agriculture. Ça fait de la peine aux écolos en plus. Mais la réalité, c'est que l'agriculture, ce qu'ils appellent, eux, productivisme, c'est-à-dire le fait qu'on peut produire de plus en plus de nourriture avec des plus petites terres à cause, entre autres, des OGM et des techniques agricoles contemporaines, ben, ça a fait que plusieurs terres qui, il y a 50, 100 ans, étaient utilisées pour faire pousser de la bouffe sont aujourd'hui des forêts. Oui, puis la faune revient dans ces forêts-là, tu sais. On parle beaucoup de biodiversité, mais dans ces forêts-là, la faune revient aussi. Il y a un site, que j'ai apprivoisé, de Human Progress, le site. Oui, vraiment. C'est vraiment très intéressant parce que eux autres aussi sont quantitativement sûrs. Mais quand tu parlais, ce que la propagande ou en tout cas l'agenda en arrière de ça, c'est à un moment donné, tu te poses la question, OK, mais ça vient d'où, le 2 là? Qui a décidé que là, tout à coup, si ça réchauffe plus que 2 ça va être catastrophique? Tu sais, puis là, à un moment donné, il y a eu une autre recherche commandée par le GIEC. Ben là, c'est plus 2, ça va être 1,5. Tu sais, c'est vraiment un agenda qui veut forcer l'action politique à dépenser. Mais là, tu te dis, OK, là, tu as un Stephen Koonin puis un Bjorn Lomborg qui dit, ouais, mais ça ferait rien. Ça changerait rien, là. Si on appliquait l'accord de Paris, puis si on appliquait l'accord de Kyoto, pourquoi ça ferait rien? C'est que quand tu regardes ce que ça prendrait, en fait, pour maintenir le réchauffement à 2 degrés, ça représente 1% des efforts qui sont nommés dans l'accord de Paris. 1%. Mais c'est T'imagines-tu comment ça changerait rien de respecter ce qu'il y a dans l'accord de Paris? Tu dis, ben voyons, attends, tout le monde ne jure que par l'accord de Paris. Tout le monde ne jure que par le 2 degrés, là. On va y arriver avec l'accord de Paris, avec l'accord de Kyoto. Mais non, ça représente juste 1% de ce que ça prendrait. Alors, qu'est-ce que tu fais? Si t'es un petit peu intelligent, tu dis, OK. Donc, puis en plus, le CO2 dans l'atmosphère, ça disparaît pas comme ça, là. Il faudrait que tu arrêtes zéro. Il faudrait que tu arrêtes les émissions à zéro. Là. Pour qu'à un moment donné, avec les centenaires puis les millénaires, le CO2 en vienne à baisser dans sa concentration. Donc, ça donne rien. Fait que donc, quelqu'un d'intelligent dirait, un gouvernement intelligent dirait, OK, j'achète pas ça, first. Maintenant, oui, je veux protéger la nature, je veux protéger l'eau, je veux protéger l'environnement dans le bon sens du terme. Ben, je vais opter pour des politiques d'adaptation ou de développement ou de prospérité, tiens, tu sais, pour les pays les plus pauvres, parce que dans le fond, eux autres, ils en arrachent plus. Non, c'est incompréhensible, ce sujet-là, qu'on en soit, que l'humanité en soit soumise à ce point-là. C'est peut-être plus compréhensible qu'on pense, Joanne. Comment? Ben écoute, puis Frank, je vais te laisser la parole assez vite, mais c'est pas un nouveau discours, l'affaire écologiste. Dans le temps, c'était un discours qui était beaucoup plus axé sur la décroissance de la population. C'est qu'on va manquer de terre pour nourrir les humains et tout ça. L'alarmisme n'était pas sur la température, l'alarmisme n'était pas sur le CO2, l'alarmisme était sur comment on va faire pour nourrir les humains. Donc, ça remonte à des centaines d'années, ce discours-là catastrophiste. Et éventuellement, il y a eu l'idéologie communiste qui a toujours été forte dans les académies, qui éventuellement, ça a pris de la place. Puis, suite aux catastrophes qu'a été l'Union soviétique, ben, on a finalement. C'était moins le fun un peu s'afficher comme un communiste. Mais ces gens-là n'ont pas changé d'idéologie. C'est des gens qui ont une pensée autoritaire, n'aiment pas le libéralisme. Des gens qui ont une pensée autoritaire, mais c'est plus cool de s'afficher communiste. Ben, aujourd'hui, on s'affiche écologiste. C'est ça qui se passe principalement. Ben, c'est ça. Moi, j'en parle de ça dans mon livre sur la décroissance. Ce que je disais, c'est que le discours qu'on entend aujourd'hui, il existait dans les années 60, 70, même dans les années 50. À l'époque, ils appelaient ça les anti-développements. Donc, ça a eu plusieurs noms, mais ce sont plusieurs penseurs et tu avais des économistes là-dedans, des sociologues et autres. T'en as eu plusieurs. Et eux, ce qu'ils disaient, un des plus connus, c'était Ivan Illich.
eux, ce qu'ils disaient, c'est l'argument qu'il y avait à l'époque, c'était pas l'environnement, mais ils disaient quand on se développe comme ça, on détruit les liens sociaux que les gens avaient dans les sociétés traditionnelles. Fait que, tu sais, quand tu vas, par exemple, en Afrique, il y avait des anthropologues qui travaillaient Les là-dessus. communautés. Quand tu leur amènes tu sais, l'économie de marché puis notre société contemporaine, ils deviennent acculturés, on détruit leur société traditionnelle, tout ça. Mais tu sais, c'est pas vraiment des arguments qui agitent la peur et sont susceptibles de convaincre quelqu'un, dans le sens que, tu sais, les gens regardent ça et disent « Ouais, OK, peut-être ça brise un peu la structure traditionnelle de ces sociétés-là, mais au moins ils sortent de la pauvreté. » Si tu leur expliques que ce système-là, il ne fait pas juste détruire la culture, il détruit le monde, l'univers, la Terre, Mmh. ben là, mes arguments ils commencent à être plus convaincants tout d'un coup, là. Donc, tu sais, les arguments de la décroissance et puis les gens qui œuvrent dans cette mouvance-là, ils sont là depuis très longtemps, bien avant qu'on parle de réchauffement climatique, bien avant tout ça. Même à l'époque, j'en parlais dans mon bouquin, un des premiers, c'est un Français, un économiste français qui parlait, l'un des premiers à parler de la décroissance. Lui, dans ses livres des années 70, il riait des premiers écolos. Il disait que c'était des petits bourgeois c'était un phénomène urbain, tout ça. Et plus tard, il est devenu lui-même quelqu'un qui parlait de l'obsolescence programmée et de toutes ces thématiques-là, parce Mmh. qu'ils ont récupéré ce discours-là parce que, comme le disait Stephen Guilbeault, et là, même lui a l'air de dire qu'il faut changer de track par rapport à ça, ils ont pendant longtemps été persuadés que pour incruster et implanter des changements, il devait faire peur aux gens. Il l'a dit Ah, c'est ça, lui-même, Stephen ça marche. Guilbeault, l'autre fois. Il dit, c'est un. Oui, Et là, il nous disait ça il n'y a pas longtemps. C'est un extrait que j'ai entendu dans La Légion de Doom Dumas où il oui, oui. disait que maintenant, la nouvelle pédagogie, c'était plus de faire peur aux gens, il fallait arrêter avec ça. Donc, ils avouent eux-mêmes que, autrement dit, ils font peur aux gens. Parce que, tu sais, le graphique que tu montrais, les deux graphiques que tu montrais tantôt, puis tu disais, il y a deux interprétations. Les gens qui disent les alarmistes, puis les gens qui disent, finalement, ça n'a peut-être pas tant de lien que ça. Mais moi, j'ai envie de répondre à ça. Peu importe la réponse qu'on donne à ces deux affaires-là, peu importe si le CO2, puis les gaz à effet de serre, tout ça nous amène où ce qu'on est là, ou si c'est naturel, ou si c'est quelque chose entre les deux. Peu importe. En quoi le fait que je mange ma soupe avec une cuillère de bois au Tim Hortons change quelque chose à ça? En quoi le fait qu'on permette à des Exact. bureaucrates de venir fouiller dans mes poubelles Mmh. change Mmh. quelque chose à ça? En quoi le fait qu'on prenne les taxes municipales de des milliers de maisons pour faire un train électrique change quelque chose à ça? Puis moi, quand je l'ai compris, cette affaire-là, une des fois qui m'a le plus frappé sur ça, c'est pendant la pandémie, Mmh. où on a confiné à toute fin pratique, la moitié de la planète pendant des semaines où les gens étaient assignés à domicile. Il n'y a plus de Mmh. voitures sur les routes. Rappelez-vous les images qu'on voyait de grandes villes, de grandes métropoles vides. Il On n'y a a qu'une testé la voiture. décroissance. Ben, on l'a testé, là, la manière Mmh. radicale. Là. Et puis, Mmh. ce cas de figure-là, c'est plus que ce que n'importe quelle mesure, tu sais, de changer sa tondeuse pour une voiture électrique. Tu sais, dans le fond, c'est très radical ce qu'il y a eu. On enferme les gens chez eux, puis il ne se passe Mmh. plus rien. Mmh. À ce que je sache, ça n'a pas rien inversé, là, de faire ça. Non, l'alarmisme est très puissant comme outil politique, là, comme outil, de propagande, comme, vraiment, c'est puis en fait, ce qui est alarmant, c'est même pas ça, c'est ce qui est alarmant, c'est cette manière dogmatique de traiter de la science qui finalement perd son statut scientifique. C'est ce qui est alarmant, c'est le recours à l'intimidation, tu sais, à la censure, la perte de la liberté de critiquer la science. Ça m'alarme, Ouais. moi, là. Ce qui est alarmant, la vraie menace, là, c'est des institutions, il y a une page là-dessus, des institutions mondiales très puissantes. Tu sais, vraiment, là, les Nations Unies, puis le GIEC et tout ça, qui dictent aussi facilement des politiques climatiques dévastatrices, coûteuses. Ça s'appelle ce qui est véritablement alarmant, la fiche, là. Et donc, ce qui est alarmant, c'est quand on offre un échappatoire aussi à nos gouvernements. Oui, c'est celle-là. La participation des banques centrales dans un agenda mondial comme ça vous effraie pas? De voir comment est-ce que la propagande vient s'insinuer, vient modifier le comportement, transformer notre modèle socio-économique. Moi, ça m'alarme, mais vraiment.
Ben, Tu sais, écoute, de voir le résultat d'un procès Mann versus Stein, c'est alarmant parce qu'à ce moment-là, il y aura de moins en moins de scientifiques vraiment, tu sais, qui vont oser, tu sais, parler. C'est pénalisant pour un Coonan d'écrire un livre comme il a écrit. Il s'est fait vraiment, là, tu sais, critiquer puis traiter de tous les noms, alors que c'est vraiment un scientifique de renom, là. ben, Là en fait, où... moi, ce que je trouve, excuse-moi de te couper, mais ce qui Ouais, m'inquiète le plus en parallèle en complément de ce que tu dis, c'est quels sont c'est quoi la limite finalement de tout ça? Parce que moi, j'ai utilisé à quelques reprises l'expression éco-fasciste, là. Ça a fait capoter des gens. Ils disaient que ça n'a pas de bon sens que de dire un enfant de même. Mais moi, je m'excuse, quand des gens commencent à dire ouvertement qu'il faudrait peut-être penser à donner aux gens un genre de permis, puis tu ne peux pas prendre l'avion plus qu'une fois dans ah l'année. oui, Tu as un faut genre pas se de faire truc à discuter. point. Mmh. Euh, Après ça, quand des gens commencent à dire que on devrait peut-être interdire aux gens d'avoir un automobile dans telle section ou quand on. Ce sont des atteintes graves à la liberté des Ouais, gens. Je sais que ça fait ouais. rire du monde là, quand on parle de liberté, ça a l'air que c'est bien drôle. Ça. Brimer les libertés, ça a l'air que c'est pas grave, c'est bien drôle. Toi, tu penses juste à toi. Mais c'est juste que c'est quoi la limite? Est-ce que vous pouvez nous le dire? Parce que pendant la pandémie, là, on a expérimenté ce genre de truc-là. Puis la limite, on s'est aperçu qu'il n'y en avait pas bien de limite. Il a Non. fallu que le La premier limite ministre est même allé jusqu'à nous dire que n'importe qui pourrait se faire passer pour un sans-abri, puis qu'on pouvait leur donner des amendes à ces gens-là. Tu sais, jusqu'où on va aller? Puis tu sais, moi, je vois on en a parlé l'autre fois dans le podcast, là. Pour l'instant, ça ne reste que des projets de loi d'opposition puis des trucs un peu marginaux. Mais on est à combien de temps qu'un parti prenne le pouvoir et nous dépose ce qu'a essayé de faire le gars de Québec solidaire il y a quelques mois, de déposer un projet de loi qui sera adopté par tout le monde, là, nous disant qu'ils veulent forcer la Caisse de dépôt et de placement, la retraite des Québécois, à investir dans des projets environnementaux et que ah, mais finalement, c'est le cas déjà. le C'est profit, ça, c'est plus important parce que ouais, ce qui compte, c'est sauver la planète, là. Ça, absolument, mais ça a été c'est déjà le déposé, cas. ce projet de loi, là. Oui, oui, oui. Puis regarde ce qui se passe en France, là. Mathieu nous allumait là-dessus cette semaine, là. Il y a un ordre, il y a quelque chose qui se passe comme là. Ils vont devoir forcer les réseaux traditionnels d'information à catégoriser leurs chroniqueurs et Ouais. puis, alors, non. Mais la limite, pour répondre à ta question, ce qui me vient à l'idée, elle est politique. En fait, la limite, elle s'exprime par des manifestations des farmers en Europe. Tu sais. Et à un moment donné, la politique de la rue va devoir s'exprime, puis à ce moment-là, regarde tous les reculs, parce que c'est ça qui est encourageant de ce temps-ci. Là. Je ne voudrais pas terminer sur une note alarmiste, mais ce qui est encourageant de ce temps-ci, c'est que les doutes s'expriment de plus en plus, des populations prennent la rue. Il y a de plus en plus d'études indépendantes. Le GIEC va perdre de son crédit. Là. La Le finance GIEC, qui sort. oui, oui, Moi, la finance qui sort, je trouve ça vachement important parce que Mm. oui. tout le mouvement ESG dure depuis des années. Il y a beaucoup Mm. d'argent qui s'investissait là-dedans. Les fonds d'investissement se dirigeaient vers les ESG, les cotes ESG. Il y a rien que ça qui comptait. Puis, évidemment, ça a amené beaucoup de capitaux à se diriger à peu près dans les mêmes compagnies. Fait qu'il y a eu des rendements qui ont été bons pendant plusieurs années de ce côté-là, mais ça a fait patate. Depuis 2 ans, là, c'est en train de faire patate complètement. S'il n'y a pas de financement public, les champs Voilà. de parcs solaires, les moulins à vent, ça ne fonctionne pas. Donc, tu te ramasses dans une situation que c'était dopé aux programmes gouvernementaux de subvention. Et qu'est-ce qui se cache en arrière de ça? Des compagnies non rentables. Fait que là, la finance est en train de sortir vite. Quand les rendements ne sont pas là, les investisseurs veulent sortir vite de là aussi, parce que si tu as des rendements négatifs tandis que tout est positif, ben, tu trouves que ton investissement, il a bien beau sauver la planète, mais c'est de la Christine marde. Fait que les gens se sauvent de ça. Puis là, tout ce qu'on voit, c'est des actifs qui sortent des programmes ESG. Fait que ça, c'est des bonnes nouvelles, ça aussi, de voir que... C'est une limite. C'est une limite, ça, qui s'exprime présentement. Tu sais. Il y a de plus en plus aussi, pour en énumérer d'autres,
choses qui peuvent nous encourager. Il y a de plus en plus d'accès à des médias alternatifs qui offrent un contrepoids. Ça, c'est intéressant. Tout est remis en question présentement, là. Le GIEC est remis en question. Il n'y a pas de, en passant au GIEC, il n'y a pas de processus de révision par les pairs qui descend, qui mérite ce nom-là, là. C'est très, très, très fermé. Il y a eu vraiment beaucoup de critiques par rapport à ce processus de révision par les pairs. Le rapport de Mann, là, le 3e rapport du GIEC dans lequel il a intégré, ça n'avait pas été révisé par les pairs en passant, cette Ça n'a pas de affaire-là. sens. Ils prennent là, des études qui vont avec leur narratif officiel, puis ils écartent les autres. Non, écoute, il y a toute une heure à faire sur le processus de validation ou de révision supposément par les pairs dans le GIEC. Qu'est-ce qui est encourageant? Donc, ça, c'est remis en question. Net zéro. On a des gouvernements partout dans le monde présentement qui reculent sur des engagements. Autant en UK, regarde ce qui se passe avec l'Allemagne. Tu sais, je veux dire, on remet en question le net zéro. Ben là, Les énergies propres et l'histoire de renouvelables. la voiture électrique, Joanne, c'est Ben là qu'on oui, s'en va, là. ben oui. Christy, on est en 2024, c'est dans 6 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit sérieusement que dans 6 ans, toutes les voitures vendues au Canada seront électriques? Non. Ben non. Il y a genre 3 du monde qui en achètent, puis ils sont sur des listes d'attente, puis les compagnies ne sont pas capables de les produire. Les gens sont de plus Exact. en plus déçus aussi. Quand ils arrivent avec un véhicule au bout de 4-5 ans, obligé de changer la batterie, ils voient les coûts exorbitants qui sont liés à ça. Tu sais, je veux dire, présentement, là, la seule raison pourquoi on en vend au Québec, c'est qu'il y a 12 000 de subvention. 12 C'est ça. 000 ça n'a pas de bon sens, là. Non, ça n'a pas de sens. Puis après ça, ben, peut-être tu as les énergies renouvelables et propres. Ben là, il y a un discours vraiment qui est en train de se former. Sont-ils vraiment renouvelables? Sont-ils vraiment propres? Ben, les Quand éoliennes, ils il n'ont faut pas que l'air tu... renouvelables, là. Pardon? Les éoliennes, ils n'ont pas l'air renouvelables. Non, À un moment écoute, donné, il faut les débattre et en remettre d'autres, là. Ben, en fait, une des énergies les plus propres que l'humanité a développées, c'est le nucléaire. Puis Hum, malheureusement, bon, il y a eu un enjeu avec les déchets nucléaires. Là, je ne suis pas câble, là, tout le monde mhm, comprend ça. Là, mais c'est plus la mhm. même technologie que c'était dans le temps de Tchernobyl. Mais il a fallu que les socialistes fassent sauter une usine pour qu'on scrape la réputation de cette énergie-là. Et tu sais, là, ils sont pris dans un genre de double discours parce que les écolos, entre autres français, pendant des années, ont fait pression sur le gouvernement français pour faire fermer des usines. Ben oui. Ici, c'est arrivé au Québec, là, c'est les péquistes qui ont fait ça. Une des premières affaires Ouais. que Pauline Marois a faites, c'est faire fermer l'usine. Tout le monde applaudissait. Waouh, un beau geste pour l'environnement. Et là, Hum. qu'est-ce qu'on apprend? On est en shortage de courant et que les surplus ont fondu comme la neige au soleil, puis que finalement, ouais, peut-être que ça serait une bonne idée ou que ça aurait été une bonne idée de ne pas fermer ça, puis d'en ouvrir d'autres. Et Ah, c'est fou c'est comment c'est fou comment est-ce qu'on est gouverné parce que ça part de là, l'incompétence là. C'est fou. Est-ce que t'as ça tirer les cheveux parce que tu te dis OK, comment ça qu'on est rendu niaiseux de même là? Comment ça qu'on est on n'est pas capable d'aspirer à un gouvernement qui réfléchit? Regarde la dernière décision là, et laquelle c'est le stade là. Tu sais, aucune analyse, aucun analyse coût-bénéfice, et ça aussi, c'est très décrié, c'est très critiqué par rapport au GIEC. C'est pour ça que Lombard a fait chambre à part, puis était parti son Consensus Copenhagen Center, là, parce que il y en a pas d'analyse. Tout ce qu'on fait présentement, il n'y a aucune analyse coût-bénéfice. Comment? Comment est-ce Ben qu'on oui, peut accepter ça? Comment est-ce qu'on est rendu là? Il me mais semble, comme citoyenne, je devrais être en mesure de exiger ça de la part de mes gouvernements, non? Mais ouais, en mais on est dans le partant, sunk cost fallacy. Regarde ce qu'on fait avec le. ah mon Dieu, on- c'est bien dit. mais Sans c'est mais c'est aussi. mais c'est là qu'on est, c'est que regardez les arguments qu'on entendait. Prenez le stade olympique, puis dites-vous que le reste des patentes, là, on fait des trains, Tout puis le des même. trucs, c'est toute la même affaire. Regardez les arguments qu'on entend. Ouais, mais ça a coûté 1 milliard et quelques à construire. Ça fait 6 fois 3 fois Ça qu'on peut refait le arrêter là. toit. Tant Mmh, qu'à l'avoir, tant qu'à être là, puis ça va coûter plus cher si. Fait qu'on va mmh. remettre encore 800 millions, 1 milliard d'un toit pour un stade vide qui sert à rien. Puis on continue, puis on continue. Puis dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, on va être encore à la même affaire. Puis au bout du compte, tu vas faire le bilan en 2050. Tu vas te dire, ouais, finalement, même si c'était vrai l'histoire du 2 milliards, ce qui n'est pas vrai, là, c'est inventé cette histoire-là que ça coûte 2 milliards de bâtir un stade. Il n'y a aucun stade au monde qui a coûté ce prix-là à débâtir. Mais même si c'était vrai, ça aurait été plus rentable quand même de le démolir. Mais imaginez, pensez-vous Il va y vraiment avoir que 200 familles qui vont avoir des salaires décents, Frank. ben oui, mais pensez-vous vraiment que les gouvernements, après avoir mis des millions
et des millions et des milliards dans des projets verts dont on n'a aucune espèce d'idée jamais du output que ça produit. Non, c'est plus Il n'y a important. jamais personne qui nous a dit, hey, le tramway de Québec, là, si on fait ça, là, voici l'impact que ça va avoir sur le climat global. Mais évidemment, ils ne peuvent pas le dire. Il n'y en a pas d'impact. Ça se Ça peut-tu enlève que une coupe de chars sur la route, puis c'est tout. Là. le plus gros impact qu'on a vécu en termes de... Parce que ça, c'est l'autre affaire. Là. On émet de moins en moins de gaz à effet de serre au Canada. Là. Ça, c'est jamais dit, mais c'est vrai. Mais est-ce que le plus gros impact vient des programmes gouvernementaux? Ben non, juste les automobiles qui sont plus efficientes ou les usines qui ont passé du mazout au gaz naturel, par exemple. Ben, cherche-la l'étude, hein? Cherche-la. T'sais, on le sait que ça vient de meilleures technologies, là, la baisse des gaz à effet de serre. Là. Tout le monde sait ça. Les meilleures technologies viennent d'où? Est-ce qu'ils viennent des programmes gouvernementaux ou ils viennent de l'innovation et de la technologie développée par des entreprises privées en milieu compétitif? Ben, écoute, c'est un débat qu'on peut avoir pour l'instant. Parce que vous savez qu'il y a des pays, d'ailleurs, c'était noté par Mathieu Bocoté dans son dernier livre, il y a des pays, notamment en France, où ça s'est jasé de faire comme pendant la pandémie, nous mettre des petites notes en bas disant cette émission, c'est rempli de désinformation. Comme disait Luc Boileau, ça, c'est tout pas vrai. La prochaine étape après ça, c'est déplatformer, barrer, interdit. Donc, en France, ça s'est jasé. Est-ce qu'on ne devrait pas interdire des plateaux de télé les gens qui sont climato-sceptiques? Et climato-sceptique, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire demander des explications, ça veut dire Douter. Ça veut dire douter, ça veut questionner. dire si je bois mon smoothie qu'une paille en carton, ça a-tu un vrai impact, ça ou pas? Ah, climato-sceptique. Fait que parlons-en dans le temps qu'on peut encore en parler. Parce qu'on ne sait pas, C'est trop ça. là. Oui, c'est ça. Mais la conclusion, c'est ça. C'est pas. N'hésitons pas à douter, à interroger, à questionner. Il y aura des instituts de recherche en parallèle qui vont se créer. Ces monopoles-là, comme tous les autres monopoles, échouent maintenant à donner leur juste aux citoyens. Oui. Mais il n'y en a pas de consensus. Bien sûr qu'on est dans une période qui réchauffe présentement, mais c'est pas nouveau, c'est déjà arrivé. Est-ce que c'est le CO2? En partie. Kounoun vous dirait, c'est très modeste l'influence du CO2 par rapport au réchauffement. Est-ce que c'est une menace existentielle? Ce qui arrive présentement, non. Il y en a eu d'autres périodes de réchauffement avant. Le net zéro, c'est un leurre, ça arrivera pas. Mais vos gouvernements vous achalent avec ça, puis sollicitent vos argents pour faire des transitions énergétiques absolument brutales qui pourraient se faire autrement si on avait une vision plus long terme, genre investir dans le nucléaire, ça serait pas mauvais, là. C'est sûr que c'est coûteux, mais ça serait pas mauvais. Mais non, les environnementalistes sont contre le nucléaire, imaginez-vous donc. Ils sont contre le gaz naturel alors qu'il y a des programmes d'énergie de transition énergétique qui feraient bon usage de ce gaz naturel-là, tu sais, au lieu du charbon ou autre chose. Donc, ben c'est ça la morale, c'est s'autoriser au doute. Puis ben c'est ce que le livre cherche à faire. Ceux qui l'ont lu, merci beaucoup. Ceux qui l'ont acheté, merci beaucoup. Allez voir les commentaires sur le site. Il est aussi disponible sur le site de Renaud Bré. Le site en ligne. Le site en ligne, il n'est pas en librairie, là, mais il est disponible sur le site en ligne. Ça fait 4 fois qu'il m'en redemande d'autres. Là. Fait que ça va bien. Le livre s'est vendu. Je suis rendue à 2200 copies. Là. Présentement, ça va bien. Ça va être best-seller avant la fin de l'année. Pardon? Ça va être un best-seller avant la fin de l'année. On aimerait, hein? Ouais. J'aimerais 3000 best-sellers. J'aimerais ça. Bon, c'est très bon. Là, le livre est disponible aussi en anglais. D'ailleurs, je pense qu'on va faire concluons là-dessus parce qu'on doit s'arrêter. Mais c'est ça, je te laisse le mot de la fin. Je pense que tu dois faire une présentation en anglais dans les prochains jours. C'est dans un podcast, c'est ça? Oui, le gars s'appelle Tom Nelson. Il a un compte Twitter. Il y a un podcast vraiment où il invite tout ce monde-là dont je parle là, dans le livre. Il les a invités. Fait que moi, écoute, je me sens bien petite d'aller là. Bien, bien petite parce qu'il y a des vrais scientifiques. Mais il m'a invité. Fait que je vais y aller puis je vais vivre ce petit challenge-là. Là. Mais il est super, vraiment très sympathique. Fait qu'il y a un podcast, puis à ce moment-là, ben peut-être que ça servira d'outil de marketing pour le livre anglais aussi, tu sais. Au Canada anglais, je pensais que ça aurait levé plus que ça.
pas tant. Ils sont très occupés, Canada anglais, avec la guerre en Israël, là, ils sont très, très, très préoccupés par ça. Puis on voit aussi beaucoup dans le National Post la place que prend la couverture de ces événements qui sont somme toute très, très, très bouleversants. Là. Mais ça va venir. Un livre a sa propre vie, comme me disait Christian Dufour récemment. Un livre, ça a sa propre vie. Fait qu'on on va le laisser vivre. Absolument. Et merci beaucoup, Joanne, d'avoir été là. Hey, merci à vous, ça m'a défoulé, je suis contente. Ben oui, je pense que j'ai transmis un peu ma passion, ma curiosité je pense qu'elle est contagieuse. Les auditeurs l'auront senti. Tu es passionné par les sujets qui t'animent. Puis autrefois par le gouvernement, maintenant par ce sujet-là. Demain, qui sait par quoi d'autre. Demain, qui sait, ben oui, on est à la recherche de absolument. Donc, c'est ça. Merci d'avoir été là. Puis merci à vous. Vous faites un sacré bonne job de compétences civiques qu'on appelle. Informer les gens, augmenter leurs compétences civiques, ça va peut-être un jour générer des meilleurs gouvernements. Souhaitons.